Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, l'échiquier, le grand échiquier, qui est intitulé Le grand échiquier, et puis en sous-titre l'Amérique et le reste du monde. Alors, nous en sommes encore à la préface, n'est-ce pas? La préface. Donc, c'est important. Cette préface-là a été rédigée par Gérard Chalian, voilà, directeur du Centre d'études des conflits. Alors, c'est important parce que avec la préface, on a une idée globale de ce que Brzezinski a voulu montrer à travers cet ouvrage-là. Je vous le rappelle, il a été un conseiller important du président Carter des États-Unis. Alors donc, nous poursuivons. Comme en 1914 et 1945, 1991 est une date majeure du XXe siècle, en ce qu'elle marque une rupture radicale. En 1914, le vieil ordre sur lequel avait vécu en gros l'Europe depuis un siècle s'effondre en même temps que l'hégémonie globale qu'elle exerçait jusque-là sans partage, effectivement. Depuis le 19e siècle, avec l'industrialisation de certains pays d'Europe, ces pays-là ont conquis la terre, on peut dire, oui. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, etc. Et puis bon, l'Espagne, le Portugal, bien que ceux-là n'ont pas connu la révolution industrielle, mais ils dominaient le monde. Ils avaient des colonies partout. Vous voyez. C'est cela. Mais la guerre va les affaiblir. Et puis encore, quand 1945 arrive, la Seconde Guerre, bon là alors, ce sont des guerres qu'ils ont appelées guerres mondiales. Hein. Mais en fait, pour moi, elles n'ont rien de mondial. C'était une guerre d'abord, avant tout, entre Européens. Voilà, entre Européens. Quelquefois, d'autres se sont mêlés, notamment les Américains. En 1945, dans un monde où est apparu le feu nucléaire, l'Europe exsangue s'efface devant la puissance des États-Unis. La montée en force de l'Union soviétique et de l'idéologie qu'elle incarne, son projet universel, provoque les conditions de la guerre froide qui, avec des intensités diverses, durent jusqu'à l'ère Gorbatchev. Bon, là encore, je vois que là, celui qui fait je peux dire, la préface prend position. Parce que l'Union soviétique veut faire quoi? C'est l'idéologie socialiste qui doit aboutir au communisme. Avec le parti communiste des soviets. Vous voyez? Mais il faut avouer que dire que c'était un projet universel comme ça, ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'au sein même du Parti communiste, ils n'étaient pas d'accord sur la façon de voir évoluer le système socialiste ou bien communiste. Ils n'étaient pas tous d'accord. Par exemple, on a vu Staline qui lui voulait d'abord que le Parti communiste soit fort à l'intérieur de l'URSS. Mais on a vu d'autres, j'oublie son nom, il a dû se réfugier en Amérique latine où il a même été assassiné là-bas. Voilà. Trotsky, voilà, on l'appelle Trotsky. Trotsky, lui, il était pour justement étendre l'idéologie socialiste communiste partout dans le monde à travers des guerres. Staline n'a pas été totalement d'accord avec cette idée-là. Vous voyez. Donc, on ne peut pas dire comme ça que ça avait une volonté impérialiste universelle. Mais pourtant, il omet de dire cela concernant le système capitaliste. Ah oui, parce que le système capitaliste aussi est un système impérialiste et mondialiste. On a vu, notamment celui qui a écrit Le Capital et puis il a écrit le manifeste du Parti communiste. J'oublie son nom. Il a dit quoi? Il a dit que le but du capitalisme, c'est l'impérialisme.
Le but du capitalisme, c'est l'impérialisme. Je vais me souvenir de ce nom. Très célèbre d'ailleurs. Voilà, Marx. Voilà. Marx et Engels. Voilà, ce sont les deux là. Mais c'est Marx qui avait dit. Il dit que le but du capitalisme, c'est l'impérialisme. Et c'est ce qu'on a constaté. C'est ce qui s'est passé. Parce que ces pays industrialisés là, cherchant des matières premières, cherchant des marchés, sont devenus des pays impérialistes. Voilà. Donc il faut dire la vérité, il faut recadrer ce que Chalian dit ici. Par 2 fois, les États-Unis ont participé aux guerres européennes et endigué la montée d'impérialisme dont le triomphe eut créé un environnement dominé par un ou des États qui leur étaient hostiles. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991, après celle du système communiste européen 1989, provoque un nouvel ordre mondial où les États-Unis exercent une hégémonie absolue pour une durée indéterminée. On va voir que ça va être déterminé. La domination ne dure pas toujours, surtout quand elle est impérialiste et qu'elle va contre le droit d'autres personnes. C'est à cette nouvelle rupture et à la définition du nouvel ordre mondial que Brzezinski consacre son dernier livre, Le Grand Échiquier. L'Amérique est aujourd'hui plus impériale que jamais. Son projet est d'évidence d'ordre mondial et elle souhaite maintenir aussi longtemps que possible un environnement international conforme à ses intérêts. Mais qui fait que l'Amérique ne fait que faire des guerres, malheureusement. Toute rupture oblige à une nouvelle lecture et à une nouvelle interprétation. La surprise causée par l'effondrement de l'Union soviétique a été bientôt suivie par un triomphalisme dont le livre stipulant de Francis Fukuyama intitulé « La fin de l'histoire » est l'expression la plus achevée. Oui, j'ai entendu cet auteur japonais, ou bien je ne sais pas s'il a aussi la nationalité américaine, mais en tout cas il est japonais d'origine. Il disait que oui, que c'est la fin de l'histoire, que le système capitaliste a triomphé. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De même que le système communiste a des tares, le système capitaliste a des tares. C'est ce que les gens ne veulent pas reconnaître. Et puis ce n'est pas parce que le système capitaliste est meilleur que le système communiste. Non. Le problème des communistes, c'est qu'ils ne permettent pas aux gens l'expression spirituelle et religieuse. Ça, c'est ça leur grande faute. L'être humain a besoin d'être relié à des forces supérieures, notamment au plan spirituel. Et c'est ça qui a fait le malheur des communistes. Vous voyez? Mais l'Union soviétique s'est écroulée de l'intérieur. Ce n'est pas que l'Union soviétique a été vaincue par des forces extérieures. Or, les capitalistes américains ont fait comme si c'est parce qu'eux, ils ont triomphé. Alors qu'ils n'ont pas triomphé. Ce sont les tares intérieures de l'Union soviétique qui ont fait que ce système-là s'est écroulé. Parce que ce système, à travers quoi? À travers le pacte de Varsovie, maintenait d'autres nations sous sa férule, notamment avec en tête l'Union soviétique. On a vu comment l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, est intervenu en Hongrie, à Budapest. Et puis aussi en Tchécoslovaquie. Donc, les gens n'étaient pas contents de ce système. Il est évident aussi que les gens ne sont pas contents du système capitaliste américain, qui fait des guerres un peu partout. On a vu comment ils ont détruit la Libye, détruit l'Irak, détruit la Syrie. Donc c'est ça, détruit le Vietnam. Vous voyez, donc ils pensent qu'ils ont triomphé. Non, leur système aussi est mauvais. Il y a un auteur qui a dit que le capitalisme, tout comme le communisme, sont des systèmes matérialistes. Parce que eux, ils ne s'occupent pas de l'aspect spirituel de l'homme, c'est l'aspect matériel de l'homme qui les regarde. Ce que l'homme doit manger, ce qu'il doit boire, comment il doit se loger. Or, l'homme n'est pas seulement chair, il est aussi esprit. Voilà, c'est ça. Il s'est permis de dire la fin de l'histoire. L'histoire n'était pas finie, ce que Fukuyama a dit. Mais il s'agit dans le nouvel environnement international de trouver un nouveau paradigme. 2 auteurs, tous 2 de premier plan, s'y sont essayés. Samuel Huntington, le premier, et de façon retentissante, Zbigniew Brzezinski aujourd'hui. Il faut aussi mentionner Henry Kissinger dans les 2 derniers chapitres de son remarquable ouvrage Diplomatie. Samuel Huntington est un des politologues majeurs de la guerre froide, peut-être fasciné par l'impact intellectuel et politique exerça
en 1947 George Kennan lorsque celui-ci définit dans The Sources of Soviet Conduct la nature et le projet soviétique et suggéra d'y opposer l'endiguement. Huntington a cherché à désigner dans le monde de l'après-guerre froide les adversaires des États-Unis. Bon, le problème, on voit, chaque fois il change d'adversaire. Chaque fois il change d'adversaire. Ou bien il voit chaque fois des ennemis. Il y a un auteur qui a créé l'art de se faire des ennemis. Dans la guerre du Pacifique, c'était le Japon qui était devenu leur ennemi. Aujourd'hui, on dit que le Japon est leur allié. Bon. Après, ils ont dit que c'est le terrorisme leur ennemi. Bon. Ben Laden a été tué. Aujourd'hui, ils disent que leur ennemi, c'est la Chine. Leur ennemi, c'est la Russie. Bon, voilà le problème. Chaque fois, il faut trouver des ennemis. Voilà. Dans un retentissant article paru en 1994 dans Foreign Affairs consacré au choc des civilisations, Huntington affirmait que dans le nouvel ordre international, les oppositions s'exprimeraient entre les civilisations et que les adversaires de demain seraient les islamo-confuciens. Alors, les islamo-confuciens, ça veut dire quoi? Hypothèse qu'il développait dans un livre par la suite. Bon, parce que c'est curieux. Le mot islamo-confucien, il y a deux mots. Il y a islamique et puis il y a Confucius. Oui. Est-ce qu'il veut dire les ennemis, ce seront non seulement les pays musulmans, les terres où les musulmans sont en grande majorité, notamment au Moyen-Orient, et puis aussi confuciens, c'est-à-dire la Chine. La Chine. Parce que l'une des pensées importantes en Chine, ce sont les pensées de Confucius. Vous voyez. Voilà. Hypothèse qu'il développait dans un livre par la suite. Bon. Le paradigme le plus adéquat pour comprendre le monde de l'après-guerre froide serait donc le choc des civilisations et parmi celles-ci, Huntington en dégage deux. Selon lui, intrinsèquement hostiles à l'Occident, les islamo-confuciens, lisez les musulmans et les peuples où le confucianisme joue un rôle culturel déterminant. Chine, Vietnam, Corée. Vous voyez, c'est ce que je disais. Oh, bon. Oh, curieusement, la Corée du Sud, elle est alliée. On reste parfois confondu du degré de généralisation, voire de méconnaissance que des spécialistes de la guerre froide qui se mouvaient avec maîtrise dans l'univers bipolaire drainent dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'eux, ils ne connaissent pas le monde. Est-ce que depuis que, autour de 1973, les États-Unis ont été vaincus dans la guerre du Vietnam, est-ce que les Vietnamiens leur sont hostiles? Non. Vous voulez dominer les Vietnamiens, ils se sont débarrassés de vous. Mais ils ne sont plus hostiles aux Américains. C'est vrai, là-bas il y a le Parti communiste, mais aujourd'hui, les Vietnamiens, ils pratiquent le libéralisme. La Chine pratique le libéralisme. Vous voyez? Même si ces pays sont dirigés par des partis communistes, mais ils pratiquent le libéralisme. Donc à quoi ça sert d'avoir fait toute cette guerre-là, ces confrontations inutiles? C'est ça le problème. Et souvent, il y a des gens comme ça qui se veulent des théoriciens de la géostratégie, qui viennent émettre des idées, qu'ils communiquent aux hommes politiques, et les hommes politiques s'en servent pour agir au plan international. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Comme aujourd'hui, il y a plein de géostratèges qui foisonnent, des géopoliticiens qui foisonnent, alors que pour beaucoup, ce sont des malfaisants. Oui, je le dis, ce sont des malfaisants. Voilà. Alors, donc, je poursuis la lecture. Durant un demi-siècle, il n'était apparu à leurs yeux que comme un enjeu Est-Ouest et jamais davantage. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'Occident voit à travers la Russie la survivance de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Alors que la Russie n'est pas l'URSS. La Russie, il pratique le libéralisme. Les religions sont pratiquées. Que ce soit le christianisme, notamment le christianisme orthodoxe, c'est très important en Russie. Même l'islam. Il y a une très belle mosquée qui a été bâtie avec la volonté du président Poutine à Moscou. L'une des plus belles mosquées du monde. Vous voyez? Donc voilà le problème. Voilà le problème. Et les populations qui sont vers la Sibérie et autres, beaucoup
pratiquent les praticiens bouddhistes, etc. Donc, ça ne pose pas de problème. Pourquoi est-ce que alors la justice serait votre ennemi? Voilà le problème. C'est qu'eux-mêmes, ils ont un projet qu'ils veulent réaliser, celui de dominer le monde. Voilà. Le retour dans l'histoire du monde colonial ou semi-colonial aurait dû davantage frapper ceux qui ont constaté le triomphe des communistes chinois en 1949, qui étaient aussi des nationalistes humiliés. Voilà, donc c'est ça. C'était des nationalistes, c'est tout. Voilà. La signification symbolique de Bandung 1955 et la crise pétrolière 1973, bien avant la montée du pouvoir de l'ayatollah Khomeini 1979. Mais il faut dire que la conférence de Bandung, c'est quoi? C'était celle qui a réuni ce qu'on appelait les pays non alignés. Mais ces puissances-là ne voulaient pas de pays non alignés. Ils ne veulent pas. Quand tu te veux non aligné, on dit non, c'est que tu es contre moi. Ou tu es pour moi, ou tu es contre moi. Oh non. Voilà le problème. On l'a vu même dernièrement, la crise ukrainienne. On dit non, il faut prendre position contre l'intervention russe en Ukraine. Mais un petit pays d'Afrique qui a ses problèmes de santé, pour soigner la population, qui a ses problèmes de dette vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale. Qu'est-ce que vous voulez que votre guerre en Ukraine le concerne? Voilà le problème. Mais on dit non, il faut prendre position, il faut condamner de force. Alors que vous dites que vous êtes démocrate. Depuis qu'on force quelqu'un à voter dans un sens, on ne force pas. Le choc des civilisations est un thème ancien. À la veille de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Europe dominait le monde, celle-ci s'inquiétait déjà du péril jaune. Vous voyez, pourtant, depuis 2 siècles au moins, l'histoire était faite par les Blancs. Mais quand ils sont allés en Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont humilié les Chinois. Avec la politique de l'extraterritorialité, il y avait des endroits où il était mis interdit aux chiens et aux Chinois. C'est ce que les Européens ont fait. Ils mettaient des écriteaux interdits aux chiens et aux Chinois. Voilà. Et leur rivalité constituait tant en Europe qu'outre-mer l'essentiel des relations internationales. De 1792 à 1945, militairement, la supériorité des Européens est quasi absolue, comme le montre aussi bien l'expédition de Bonaparte en Égypte que le recul continu de l'Empire ottoman. Seul le Japon, en empruntant les techniques occidentales, parvint en 1905 à battre la Russie. Ils n'ont pas emprunté les techniques occidentales, ça c'est pas vrai. Ils ont fait former les jeunes à la science. La science n'est pas occidentale, elle est universelle. La science, c'est le fruit de la réflexion que Dieu a mis en l'homme. La science n'est pas occidentale. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Donc, quelquefois, quand on lit les ouvrages, il faut faire attention aux termes que les auteurs emploient. Donc, vous voyez que la présentation de l'ouvrage, notamment ici, d'abord, a commencé par la préface. Je fais des critiques, vous constatez ça. Voilà. La science, c'est la science. Elle n'est pas européenne, elle n'est pas américaine, elle n'est pas chinoise. Non, la science, c'est la science, c'est tout. C'est une connaissance. D'ailleurs, même ceux qui ont les premiers développé la science, ce sont les anciens Égyptiens, des Khmets, donc des Noirs. Voilà le problème. Voilà. Pas chose. Donc, c'est cela. Aujourd'hui, le retour sur la scène internationale de ce qu'on appelait le tiers-monde ramène l'attention sur des situations tenues hier encore pour négligeables sur le plan des rapports de force. Négligeables par rapport à quoi? Parce qu'il veut tout ramener vers l'Occident. Non, chacun pratique sa culture, c'est tout. En désignant désormais les civilisations comme des protagonistes de l'histoire, Samuel Huntington semble oublier que le triomphe persistant de l'idée occidentale de l'État-nation établit des divisions et des réalités à l'intérieur même des civilisations. Mais même quand il parle de l'islam, comme, je peux dire, un fait de civilisation à combattre. Mais c'est totalement ridicule. Mais le pays où il y a le plus de musulmans, ce n'est même pas au Moyen-Orient. C'est en Indonésie. C'est en Indonésie. Les Indonésiens, ce ne sont pas des Arabes. Ce ne sont pas non plus des Perses, comme les Iraniens. Donc, les différents peuples adoptent l'islam. L'Iran, qui pratique l'islam chiite pour la plupart, disons que la religion officielle. Les Iraniens, pour la plupart, ce sont des Perses. Ils ne sont pas, arabes. D'ailleurs, leur langue est proche des langues indo-européennes. En fait, ils sont indo-européens. Voilà, c'est tout. Donc, voilà la mauvaise compréhension que font des prétendus géopoliticiens qui ne connaissent rien, en fait. N'est-ce point toute l'histoire de l'Europe, depuis au moins le XVIIIe siècle,
Comment peut-on considérer l'islam comme un adversaire global dans un monde où s'opposent la Syrie et l'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Iran, le Maroc et l'Algérie? Mais vous voyez, parce que on ne peut pas être un bon géopoliticien si on ne connaît pas l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils disent que ces pays-là s'opposent? En fait, ça dépend. La Syrie était dirigée par qui? D'abord, aujourd'hui, c'est Bachar el-Assad, mais au départ, c'était son père, Hafez el-Assad. Eux, ils sont chiites, mais d'une branche minoritaire qu'on appelle les Alaouites. L'Irak était dirigé par qui? Par Saddam Hussein, qui lui est sunnite. Alors qu'en Irak, les chiites sont majoritaires au plan numérique. L'Arabie Saoudite, qui pratique un islam rigoriste, qui est le wahhabisme. Et l'Iran, parce que le wahhabisme, c'est la religion musulmane officielle de l'Arabie Saoudite. Mais l'Iran, c'est l'islam chiite duodécima, qui est la religion officielle. Vous voyez? Donc c'est ça. Le Maroc et l'Algérie. Bon, le Maroc, c'est un royaume. L'Algérie, c'est un État qui est né à la suite d'une guerre contre la France. Vous voyez? Bon, donc c'est cela. Donc c'est un peu ça. Ou même 50 années d'antagonisme aigu avec Israël n'a pu susciter l'unité arabe autrement que de façon circonstancielle. Les États-Unis ne sont-ils pas depuis longtemps déjà les alliés de la Turquie, de l'Indonésie, du Pakistan, de l'Égypte, de la Jordanie? Ah, vous voyez, le Pakistan, c'est un pays où la population majoritairement est musulmane. Vous voyez? Alors, eux, ils parlent des chocs des civilisations. Donc, eux, les Européens, les prétendues civilisations là, ils veulent l'opposer à toutes les autres civilisations. Mais pourtant, l'Europe a connu, j'ai dit prétendue civilisation. Pourquoi j'ai dit ça? Certains peuvent dire que j'exagère, mais l'Europe a connu différents courants de civilisation. L'Europe a connu différents courants de civilisation. L'Europe a connu différentes influences civilisationnelles. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. L'Europe a connu différents courants civilisationnels. Mais eux, ils disent que non, civilisation occidentale. Et ils opposent ça à d'autres civilisations. Mais c'est un problème. Est-ce que la culture anglo-saxonne, c'est la culture française? Non. Est-ce que la culture française, c'est la culture allemande? Non. Chacun d'eux a sa culture. Est-ce que la culture italienne, c'est la culture de la Norvège? Non. Est-ce que la culture espagnole, c'est la culture de la Finlande? Non. D'ailleurs, les Finlandais, leur langue, c'est le finnois, qui est une langue asiatique, qui n'est même pas une langue indo-européenne. Donc, on ne peut pas faire véritablement la géopolitique sans tenir compte des faits historiques. Oui, sans tenir compte des faits historiques, ça, c'est un problème. Ils voient l'Europe comme étant un bloc uniforme. Or, non, ce n'est pas un bloc uniforme. Voilà. Les populations européennes, même si aujourd'hui ils ont créé l'Union européenne, n'ont pas la même culture. Ça, c'est pas vrai. Même quand ils parlent de culture occidentale, c'est pas vrai. Ils veulent s'appuyer simplement sur le fait du capitalisme, du libéralisme et de ce qu'ils appellent la démocratie. La démocratie occidentale. Non. Non. L'Europe a connu différents courants. Est-ce que même encore aujourd'hui, ceux qui se veulent des fascistes, des nazis, ils sont encore là? Donc c'est un peu ça. Hier, fondé sur la race péril jaune, la race, c'est faux. Depuis qu'on a fait le séquençage du génome humain, on sait que les gènes de l'être humain, c'est identique partout. Donc il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race humaine. Non. Il y a une seule espèce humaine avec des adaptations, avec des variétés, c'est tout. Voilà. Donc voilà, il crée des situations, c'est prétendu géopoliticien. Hier, fondé sur la race péril jaune, le fantasme aujourd'hui s'est transporté sur le religieux. Donc vous voyez que ce sont des manipulations. Donc aujourd'hui, vous dites que non, c'est l'islam qui est votre chose. Quant aux Confuciens, personne n'ignore les antagonismes multiséculaires entre le Vietnam et la Chine, ou plus récemment entre la Corée et le Japon. Bon, plus récemment, bon. Vous voyez, là encore, il me faut faire un commentaire. Bon, vous voyez, il parle d'antagonisme multiséculaire entre le Vietnam et la Chine. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que l'empereur chinois exerçait son autorité au Vietnam. Vous voyez, au Vietnam, il y avait un vice-empereur.
Au Vietnam, il y avait un vice-empereur, mais qui dépendait de l'empereur de Chine. Ouais. Mais il peut y avoir des oppositions sur les questions de territoire. Voilà, notamment sur la question du territoire entre le Vietnam et la Chine. Ça, on a vu ça même récemment. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de même culture. Ils sont de même culture. Entre la Corée et le Japon, ça c'est dû au fait que le Japon a mené une politique impérialiste dure en Corée, où ils ont failli créer ce qu'ils ont... Ils voulaient faire des Coréens des Japonais, c'est-à-dire obliger les Coréens à abandonner leur langue et à parler japonais. Abandonner leur culture, à parler japonais, à être des Japonais. Voilà le problème. Le livre de Samuel Huntington a certes d'autres vertus, mais sa thèse centrale repose sur cet amalgame, vous voyez. Mais cela est repris par des hommes politiques. Aujourd'hui, où il y a la campagne présidentielle en France, le sujet tourne autour de quoi? Autour de l'islam, autour du hijab, autour de choses, du voile intégral, etc. C'est ça les sujets. Alors qu'il y a d'autres problèmes plus importants. On a vu dans le Covid là, beaucoup de vieillards mourir en France. Mais non, c'est sur l'islam on parle, c'est sur les immigrés on parle. Bon, on dit qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde. Parce que ceux qui viennent là, ce sont des Noirs. Quand ce sont des Noirs, on dit on ne peut pas accueillir la misère du monde. Quand ce sont des gens qui viennent du Moyen-Orient, on dit on ne peut pas accueillir la misère du monde. Mais ils sont prêts à accueillir 5 millions d'Ukrainiens. Donc le problème, c'est le racisme. C'est tout. Voilà le problème. Il a été critiqué aux États-Unis, mais on l'a beaucoup lu et il a largement convaincu. Vous voyez, alors que lui-même, il dit que c'est fondé sur des amalgames, qui sont des périls jaunes. Mais... Pour les dirigeants américains, le péril jaune est encore là, puisqu'ils ont déclaré que la Chine est leur ennemi. Ils ont déclaré que la Russie est leur ennemi. Pourquoi? La Chine et puis la Russie, est-ce qu'ils ont la même culture? Non, mais c'est parce qu'ils veulent dominer le monde entier. Est-ce que ces pays-là sont suffisamment forts pour s'opposer à leur projet impérialiste? C'est tout. Il a été inventé dans maintes colloques internationaux. C'est que sa thèse est séduisante. Rien de tel chez Brzezinski. Celui-ci se livre avec méthode à un examen raisonnable de la géopolitique mondiale et des objectifs stratégiques auxquels les États-Unis devraient tendre. Gageons qu'il éveillera moins de passion. L'analyse rigoureuse séduisant moins qu'un paradoxe en accord avec l'ère du temps. La géopolitique classique tenait tout au long du siècle le continent eurasiatique pour le pivot du monde. En effet, depuis l'aube de l'histoire, l'essentiel du destin politique et militaire du monde s'était joué sur cette base. Mais c'est parce que les Européens, à l'époque, ils avaient l'arme la plus puissante du monde. Ils avaient des roquettes. Ils pouvaient rester au large pour bombarder des pays. C'est ce qu'ils ont fait. Ils restaient au large sur leurs navires pour bombarder les villes chinoises. Ils restaient au large sur leurs navires pour bombarder les villes japonaises, pour les obliger à ouvrir leur pays à leur commerce. Voilà, c'est ça. Depuis peu, la superpuissance indique que ce sont les États-Unis. Bon, là c'est un peu mal dit. Est devenu le pivot géopolitique mondial et l'arbitre d'une Eurasie dont les deux zones économiques majeures sont à l'ouest la communauté européenne et à l'est l'Asie orientale en rapide expansion. Bon, la phrase n'est pas très bien faite. Bon. Le grand échiquier est évidemment cette Eurasie où vivent 75% de la population du monde, où se trouve la majeure partie des ressources ainsi que les 2/3 de la production mondiale. Ça, ce n'est pas vrai. Quand ça les arrange, ils parlent de l'Europe. Ils disent que l'Europe s'arrête à l'Oural, à cause de cette chaîne de montagnes qu'on appelle l'Oural. Et puis maintenant, à l'est, on dit non, ça c'est l'Asie. Alors qu'en principe, c'est un seul continent. Hein? L'Eurasie, c'est un seul continent. Il n'y a pas l'Europe et puis... Non, l'Eurasie, là, c'est un seul continent. C'est un seul continent. Vous voyez? C'est un seul continent. C'est un seul continent. Est-ce que par rapport aux Rocheuses, ou bien à l'Himalaya, pardon, je dis à l'Himalaya, ou bien par rapport, comment on appelle ça, à la cordillère des Andes, on sépare le continent américain? On ne sépare pas le continent américain. Hein? Alors qu'il y a la cordillère des Andes qui continue, et en Europe, quand ça arrive aux États-Unis, on appelle ça les Rocheuses. C'est une chaîne de montagnes continue. Vous voyez? Donc c'est là. Et puis ils disent que c'est 75% de la population. C'est-à-dire que là, l'Eurasie, là, ils vont y ajouter la population chinoise, etc., la population de l'Inde, etc. Ah bon?
Quand ça les arrange, là, ils ajoutent tous ces pays-là. Mais ces pays sont différents. Ils n'ont pas la même culture. Voilà. Pour que la suprématie américaine se prolonge, il faut éviter qu'un État ou qu'un groupe d'États ne puisse devenir hégémonique sur la masse eurasiatique. Pas forcément. À cet égard, la politique future des États-Unis ressemblera à celle de la Grande-Bretagne au XIXe siècle, soucieuse de ne laisser aucun État européen devenir dominant. Celle-ci s'alliait avec les États qui se sentaient menacés par l'ascension d'un rival trop puissant sur le continent. Mais on voit, est-ce que la politique américaine, même vis-à-vis de l'Europe, est une politique, je peux dire, généreuse? Non. Quand Obama était au pouvoir, on s'est rendu compte que les services secrets américains ont mis sous écoute plusieurs chefs d'État européens. Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne, était sous écoute. Plusieurs pays européens étaient sous écoute. Donc, quand les États-Unis prétendent qu'ils sont alliés de l'Union européenne, dans les faits, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans les faits, ce n'est pas vrai. Voilà, parce qu'ils veulent dominer ceux-là aussi, c'est ce qu'ils font, on le voit à travers l'OTAN. Vous voyez. Et ces pays de l'Union européenne pensent trouver leur protection à travers l'OTAN. Oh non. Ils doivent se donner eux-mêmes la possibilité de protéger leur peuple par leurs armées. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Brzezinski dégage un certain nombre d'acteurs géostratégiques essentiels. La France, l'Allemagne, la Russie en Europe. Les deux premiers étant les locomotives politiques et économiques de la communauté européenne en cours de construction. L'Europe ne doit pas se faire contre les États-Unis, mais avec elle, ainsi que l'indique déjà l'expansion de l'OTAN à 3 pays qui furent naguère membres du pacte de Varsovie, Pologne, Hongrie et République tchèque. Et c'est ça que la Russie refuse aujourd'hui. Parce que en adhérant à l'OTAN, ces pays-là permettent à l'OTAN de placer leurs missiles face à la Russie. Voilà le problème. Quant au leadership de l'Europe, Washington préfère qu'il soit exercé par l'Allemagne plutôt que par la France. Parce que, pourquoi? Il est dit ici. Parce qu'on a vu qu'avec De Gaulle, la France tenait à son indépendance géostratégique. Oui. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, si on peut appeler ça ainsi, De Gaulle a demandé aux troupes américaines de quitter le sol français. Mais ces troupes américaines sont restées en Allemagne. Ces troupes américaines sont restées en Allemagne, mais De Gaulle a dit quitter le territoire français. La guerre est terminée, quittez mon territoire. Et dans l'OTAN, le commandement français n'était pas intégré au commandement de l'OTAN. Mais Sarkozy est venu, lui, il a pris ça et puis il a intégré ça au commandement de l'OTAN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armée française dépend du commandement de l'OTAN. C'est-à-dire que ce monsieur est venu placer, est venu faire de la France militairement un État pas indépendant, comme De Gaulle l'a voulu. Voilà le problème. Quant à la Russie, malgré sa puissance nucléaire, elle subit un recul catastrophique. Bon, on va voir en quoi. Les États-Unis s'emploient à détacher de l'Empire russe ce qu'on dénomme aujourd'hui à Moscou l'étranger proche, c'est-à-dire les États qui, autour de la Fédération de Russie, constituaient l'Union soviétique. À cet égard, l'effort américain porte sur 3 régions clés. L'Ukraine, vous voyez, déjà Brzezinski parlait de l'Ukraine. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est devenu une guerre. L'Ukraine essentielle avec ses 52 millions d'habitants et dont le renforcement de l'indépendance rejette la Russie à l'extrême est de l'Europe et la condamne à ne plus dans l'avenir qu'une puissance à n'être plus dans l'avenir qu'une puissance régionale. Mais que l'OTAN va utiliser. C'est ce qu'aujourd'hui la Russie refuse. C'est ce qu'aujourd'hui la Russie refuse. L'Azerbaïdjan riche en hydrocarbures où les investissements pétroliers américains, entre autres à Moko, sont considérables depuis l'été 1991. Ouverture sur la mer Caspienne et chaînon entre l'Asie centrale et la mer Noire par la Géorgie et entre la Turquie et le Caucase Nord. Enfin, l'Asie centrale musulmane qu'il s'agit de désenclaver afin de véhiculer vers l'ouest ou vers le sud via l'Iran, le gaz et le pétrole
du Turkménistan et du Kazakhstan sans passer par la Russie. L'état clé de la région sur le plan politique étant l'Ouzbékistan. Mais c'est ça, ça a été ça l'erreur. Il y a des accords militaires entre la Russie et ces pays-là, notamment l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Jusqu'à aujourd'hui, là, la base de Baïkonour pour lancer les missiles là, au Kazakhstan, là, la Russie a signé un accord avec le Kazakhstan à ce propos-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a vu, dans le Caucase, ils ont suscité des terroristes, dit-on islamistes. Ça a été très difficile. Mais la Russie est parvenue à vaincre ceux-là et à les faire quitter la région. Voilà. Aussi, tout observateur attentif de l'ex-URSS constate-t-il que s'est formé avec l'encouragement des États-Unis un axe Tashkent, Bakou, Tbilissi, Kiev, réduisant l'influence de la Russie à sa périphérie. Bon, ce sont des... Bakou, je crois que c'est la capitale du Kazakhstan. Tashkent, je ne sais pas, on dirait que c'est la capitale de l'Ouzbékistan. Tbilissi, c'est la capitale de la Géorgie. Kiev, la capitale de l'Ukraine. Mais, non. Ils n'ont pas empêché la puissance russe de se développer. Non. La partie qui se joue dans le pourtour de la Russie n'est plus l'endiguement de la guerre froide, mais le refoulement. Rollback. Rollback. L'endiguement, c'était containment. Maintenant, c'est rollback. Refouler. Affaiblir la Russie. Mais la Russie n'accepte pas. Auquel revêt sans y parvenir Foster Dulles. Voilà, ils n'y parviennent pas. La Turquie comme allié, l'Iran comme adversaire, désormais moins intransigeants, sont des acteurs régionaux importants. Or non, l'Iran est intransigeante. Hein? L'Iran est plutôt intransigeant. Pourquoi? Mais parce qu'on empêche l'Iran. Ça fait plusieurs années que l'Iran est sous embargo. Pourquoi? Parce que les ayatollahs ont chassé le Shah d'Iran du pouvoir. L'empereur, le Shah d'Iran, ils l'ont chassé du pouvoir et qu'aujourd'hui, ce sont des ayatollahs qui gouvernent l'Iran. Mais comment vous voulez toujours imposer des régimes que vous voulez à des peuples, alors que vous dites que c'est la démocratie? Mais si les Iraniens même ne veulent pas de ce régime des ayatollahs, mais ils vont les chasser. Donc ce n'est pas à vous de venir dire qui doit diriger tel peuple. Voilà le problème, les contradictions de l'Occident, et notamment de la politique américaine. Voilà le problème. Et voilà, on a vu, ils ont poussé la Géorgie à aller faire la guerre contre l'Ossétie du Sud. Et là encore, la Russie a réagi vigoureusement. Oui. Donc, ils se rendent compte qu'en fait, leur volonté de domination, là, ça ne tient pas debout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même la Turquie est formellement comme ça dans l'OTAN. Mais la Turquie sait que l'OTAN, tout comme l'Union européenne, ne veut pas de la Turquie. Pourquoi? Parce que, majoritairement, c'est un pays qui est musulman. C'est un pays qui est musulman. D'ailleurs, aujourd'hui, le président Erdogan, l'idée même de faire partie de l'Union européenne, il n'y pense même plus. Il n'y pense plus. Mais, formellement, il dit qu'il est dans l'OTAN. Mais pourtant, il prend des positions différentes hein, quand c'est nécessaire. Il faut savoir cela. Voilà. Donc, c'est ça. La Turquie comme allié, l'Iran, etc. Bon, je viens de dire ça. En Asie, les États pivots sont la Chine, l'Inde, le Japon et peut-être l'Indonésie. Il n'y a pas de peut-être, l'Indonésie est puissante. L'Indonésie a des milliers d'îles. Même il y a des milliers d'îles encore qui ne sont même pas encore habitées. C'est le pays musulman le plus important du monde. L'importance stratégique de la Corée du Sud ne doit pas être sous-estimée. D'autant qu'une Corée réunifiée modifierait l'équilibre régional. Mais ça va arriver un jour. Un jour, les Coréens seront réunifiés. Parce que c'est un même peuple. Voilà. C'est un même peuple. Qui a contribué à les diviser? Ce sont les Américains. Le rôle d'arbitre des États-Unis est assuré et Brzezinski a raison lorsqu'il dit qu'il faudra au moins un quart de siècle, voire plus, à la Chine pour devenir une véritable puissance et qu'il n'y a pas lieu d'antagoniser davantage celle-ci en clamant qu'elle est l'ennemi de demain, sinon déjà le rival par excellence. Mais là, Brzezinski a fait une fausse prédiction. Parce qu'effectivement, la Chine est devenue très puissante. Elle détient des milliards de dollars des bons du trésor américain. Donc les États-Unis sont endettés auprès de la Chine.
Et puis ce que la Chine a lancé, comme ce qu'on a appelé la route de la nouvelle route de la soie. Mais la Chine ne fait que s'étendre au plan économique. Elle ne cherche pas à dominer les gens au plan militaire, mais au plan économique. Donc voilà les faits. Elle a une puissance, et puis maintenant, elle a une puissance militaire. Ah oui, parce qu'elle a des missiles qui peuvent détruire même les satellites là-bas autour de la Terre. C'est ça. À juste titre, Brzezinski ne se préoccupe pas de l'Amérique latine où en dehors de Cuba règne la Pax Americana. Or là, c'est une erreur. Parce que le Brésil est devenu une puissance. L'Argentine est une puissance. Voilà. Ni de l'Afrique marginale en termes de rapport de force, mais où il est aisé de constater que les positions des États-Unis sont améliorées récemment, tandis que celles de la France, après quelques 4 décennies de domination, s'érodent rapidement. Là, ça, c'est vrai. La domination française est en train de s'éroder. Parce que les hommes politiques français ne font que avoir du mépris pour les Africains. Après, quand les Africains réagissent, ils disent non, c'est un sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français. Arrêtez vos désordres. Arrêtez votre exploitation. Arrêtez de vouloir vivre sur le dos des Africains avec votre franc CFA. Une monnaie d'esclaves. Il faut que ça s'arrête, c'est tout. Et puis, comment est-ce qu'il a pu dire que pour l'Afrique, ça n'a pas d'importance? Mais aujourd'hui, on se rend compte que au moins 40%, je dis bien au moins 40%, sinon plus, des matières premières stratégiques sont en Afrique. Donc, on ne peut pas négliger un tel continent. Jamais. Même quand ils pensaient que le pétrole, le gaz va finir ailleurs, mais on continue toujours de découvrir le gaz et le pétrole dans les pays africains. On en a découvert dernièrement au Mozambique. Ça suffit pour qu'on envoie des djihadistes attaquer le Mozambique. Il y a combien de musulmans au Mozambique? Vous voyez? Donc voilà. Donc ça, ce sont des stratégies criminelles qui viennent de l'Occident. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Quant au Moyen-Orient, zone stratégique, s'il en est, les États-Unis sont les seuls qui puissent contribuer à un quelconque changement significatif, comme l'a démontré la guerre du Golfe en 1991. Ce n'est pas vrai. Là encore, au Moyen-Orient, il y a des changements. L'Iran est en train de poser ses pions, notamment avec le Hezbollah au Liban et avec les Houthis au Yémen. C'est pour ça que je dis la guerre du Yémen est une guerre meurtrière et personne n'en parle. Les médias mainstream des Occidentaux n'en parlent pas. Mais pourtant, les Occidentaux livrent des armes à grands frais à l'Arabie Saoudite, à l'Émirat Arabe Unis, tous ceux qui combattent les Houthis de choses, c'est-à-dire les Houthis qui sont des chiites, qui sont au Yémen. Mais les Houthis sont soutenus par le Hezbollah et surtout par l'Iran qui est derrière. Voilà les faits. Donc, là aussi, il y a un problème. Dans ces conditions, les États-Unis, qui ont des alliés nombreux, ont-ils besoin de partenaires? Zbigniew Brzezinski semble croire qu'un tel partenariat devrait être constitué avec l'Europe. Au sens large, l'Europe, nous dit-il, est une civilisation commune issue d'une commune tradition chrétienne, ce qui ne l'empêche pas de suggérer que les États-Unis devraient peser pour faire entrer la Turquie dans le marché commun. Bon, la Turquie a été repoussée. Et puis maintenant, ce n'est pas vrai. L'Europe, là, ce n'est pas une même civilisation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ils n'ont jamais été de bons chrétiens. S'ils avaient été de bons chrétiens, ils n'auraient pas fait la traite négrière, ils n'auraient pas fait l'esclavage, ils n'auraient pas fait, comment on appelle ça, la colonisation, le néocolonialisme, le franc CFA et autres. C'est parce qu'ils ne sont pas des chrétiens, en fait. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont jamais été dans les faits. C'était des chrétiens de façade. Et puis ensuite, ils ont fait quoi? Il y a eu la guerre religieuse en Europe. Entre les églises réformées et puis l'église catholique. Donc, s'ils sont chrétiens là, pourquoi ils se sont fait la guerre? Sur la base du même christianisme. Voilà, donc voilà, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est des idées à rejeter, ce n'est pas vrai. Voilà. Et la Turquie sent que on ne veut pas d'elle, ça c'est clair. Une partie délicate aux conséquences importantes se joue actuellement dans la zone que Brzezinski dénomme les Balkans d'Eurasie. Turquie, Caucase, Iran, Afghanistan, Asie centrale, région aux problèmes ethniques complexes, mais dont la Russie devra être graduellement repoussée. En quoi est-ce qu'il y a un problème ethnique? Il n'y a pas de problème ethnique là-bas. Il n'y a pas de problème ethnique en Turquie. Il y a une minorité chrétienne, la majorité est musulmane. Dans le Caucase, il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays. Il y a l'Ouzbékistan, il y a le Tadjikistan. Par exemple, les Tadjiks, ils sont proches des Iraniens par leur culture, par leur langue.
il y a l'Iran, l'Afghanistan. Bon, ils sont allés en Afghanistan. Bon, lui, il ne savait pas. L'Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont été vaincus militairement par les talibans. Voilà le problème. De l'ensemble de l'Eurasie, l'Asie orientale reste à terme la zone la plus difficile à manœuvrer. Beaucoup dépendent de la nature des relations avec le Japon de demain, de devenir de l'ensemble coréen, de la croissance globale de la Chine, de la montée éventuelle de l'asiatisme, encore un autre mot, etc. Mais les avantages dont disposent les États-Unis sont considérables à condition de conduire une politique aussi cohérente et efficace que celle de la Grande-Bretagne au temps de sa grandeur impériale. Mais est-ce que ça suffit? Ces pays ont été décolonisés, c'est parce que la Grande-Bretagne n'était pas aussi solide que cela. On ne peut pas dominer éternellement des gens. C'est pas possible. Pas possible. Des difficultés peuvent évidemment surgir avec la Chine et ou la Russie ou l'Iran. Or, aujourd'hui, ils ont des problèmes non seulement avec la Chine, avec la Russie et avec l'Iran, parce que ces pays veulent être indépendants, ne veulent pas être sous la férule de l'OTAN et des États-Unis. Voilà. Mais pour l'instant, aucune coalition menaçante n'est en formation, contrairement à ce que suggère Samuel Huntington. Ah si, aujourd'hui, il y a une coalition, une entente entre la Chine et la Russie. Voilà les faits. Et aussi l'Iran, d'ailleurs. Et aussi l'Iran. Voilà. Le plus probable à l'avenir, en ce qui concerne la Chine, est que celle-ci s'abstiendra de toute action de force afin de ne pas inquiéter ses voisins. Déjà, l'Indonésie et l'Australie coopèrent militairement, ce qui eût paru impensable il y a une dizaine d'années, lorsque le danger pour les Australiens était précisément l'expansionnisme indonésien. Aujourd'hui, les Américains veulent créer une zone, en Indonésie, une zone militaire, avec l'Indonésie, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Bon. La Chine n'a pas de problème. Elle dit ne venez pas faire vos manœuvres en mer de Chine. Parce que la question de Taïwan risque d'être une raison de guerre entre la Chine et puis les États-Unis. Ah oui. Mais les Chinois sont puissants et puis ils sont patients. Ils savent qu'ils sont en train de ronger de l'intérieur le système politique taïwanais. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait des Taïwanais qui réclament le rattachement à leur patrie mère, la Chine. Voilà le problème. C'est ça. Et cela aussi va se passer avec la Corée. Voilà. Et c'est pour ça que la Corée du Nord a tout fait pour se doter de l'arme atomique, pour se protéger de l'hégémonie américaine. Bon, vous pouvez vous présenter comme les champions de la liberté, mais vous êtes en même temps impérialiste. On ne peut pas être champion de la liberté et puis être impérialiste, parce que l'impérialiste, c'est celui qui veut soumettre les autres, mais qui se dit en même temps champion de la liberté. C'est une contradiction. Dans ces conditions, les États-Unis qui ont des alliés nombreux ont-ils besoin de partenaires? Voilà, donc c'est ça encore la question qui est posée. Brzezinski semble croire qu'un tel partenariat devrait être constitué avec l'Europe. Bon, okay. Au sens là, l'Europe, nous dit-il, est une situation commune issue d'une commune tradition. Bon, j'ai rejeté cette idée-là, ce n'est pas vrai. C'est ça. Le plus probable à l'avenir, en ce qui concerne la Chine, est que celle-ci s'abstiendra de toute action de force, etc. Dans l'Indonésie, elle coopère militairement, ce qui eût paru impensable il y a une dizaine d'années. Ok, d'accord. J'ai déjà dit ça aussi. Lorsque le danger pour les Australiens était précisément l'expansionnisme indonésien. Peut-être dans le droit fil de la politique chinoise, Pékin se contentera-t-il de rapports inégaux, mais pacifiques avec la plupart de ses voisins, à condition que son statut de puissance régionale soit reconnu. Mais son statut est reconnu et la Chine, elle joue sur les liens économiques. Elle n'envoie pas ses armées partout. Or, les Américains, ils envoient les armées partout. La Chine ne fait pas ça. Elle joue sur les liens économiques, les rapports économiques. D'où sa politique de la nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie. Vous voyez, donc c'est ça. Et puis, même dans le camp occidental, il y a des fractures. On a vu récemment avec cette affaire des sous-marins australiens que la France devait fabriquer et fournir à l'Australie. Les États-Unis sont venus couper l'herbe sous le pied et puis utiliser cette expression populaire sous les pieds de la France. Vous voyez? Sous quelle base? Sur la base d'une solidarité ethnique. Ah oui, moi j'ai dit ça, d'une solidarité ethnique. Parce que les Australiens sont anglo-saxons, les Américains, ceux qui dominent l'Amérique sont les anglo-saxons, les Anglais sont les anglo-saxons. Ils ont dit non aux Australiens de mettre fin à ce contrat de livraison de sous-marins
français à l'Australie parce que c'était des milliards et des milliards de dollars. Ouais, donc c'est cela. Mais nous n'en sommes point encore là. Les États-Unis règnent comme superpuissance unique et l'avenir se joue sur la scène eurasiatique. Eux sont pour une durée indéterminée en position d'arbitre. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Aucun autre État ne pourra au cours des 30 prochaines années disputer aux États-Unis la suprématie dans les 4 dimensions de la puissance militaire. D'ailleurs, ce n'est plus vrai. La Chine et la Russie lui tiennent tête. D'ailleurs, militaire, ce n'est pas ça. Elle a été vaincue par les Afghans. Économique, elle doit des milliards à la Chine. D'ailleurs, la Russie aussi, qui avait près de 40 000 milliards de bons du trésor américain, les a vendus. Il ne reste plus que 4 milliards de bons du trésor. Donc, les États-Unis sont endettés. Les États-Unis sont endettés. Voilà. Donc, sa position économique, c'est pas ça. Technologique et culturelle. Bon, la technologie, c'est quoi? Aujourd'hui, tous ces pays-là ont une grande technologie. Même l'Iran. Moi, je suis persuadé que l'Iran a déjà la bombe atomique. Ah oui, ils ont déjà la bombe atomique. Donc, ça ne sert à rien. Il ne faut pas s'amuser à attaquer l'Iran. Et l'Iran commence à développer des missiles de longue portée. Voilà. Et ça, Israël devra arrêter ces incursions, quelquefois, qu'il fait en Iran. Ah oui. Mais heureusement, c'est les services secrets qu'Israël utilise. L'Israël ne va pas à visage découvert. Voilà. Cependant, la suprématie américaine peut se révéler brève à la fois pour 2 raisons internes et externes. Voilà, c'est ça. Dans la grande lignée des Morgenthau et des Aaron, Zbigniew Brzezinski vient de donner l'analyse politique et stratégique la plus rigoureuse du nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis et des voies et moyens pour que perdure cette suprématie. Son livre doit être lu avec la plus grande attention. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, on voit que les données ont changé. Les prédictions de Brzezinski ne sont pas celles que nous constatons aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie. La préface est terminée. Nous allons maintenant prochainement poursuivre réellement avec le contenu de l'ouvrage de Brzezinski en voyant les évolutions actuelles. Ici, le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.